Bienvenue sur Intensément. Pour cet épisode de témoignage, une fois n'est pas coutume, cela ne parlera pas d'expériences difficiles, encore que, et cela ne sera pas poignant, encore que. C'est une histoire de HPI profonde et positive et hors du commun. Par contre, il y a l'émeute la plus étonnante qu'il m'ait été donné d'entendre, et ce n'est pas une blague. Je suis Raph et vous êtes donc les bienvenus UES sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des HPI au potentiel intellectuel, neuroatypiques et compagnie, à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique. Notre vaisseau spécial nous embarque cette fois-ci pour une belle aventure. Une aventure qui commence dans un petit village reculé de Centrafrique, il y a de cela près de 80 ans, et c'est notre témoin, Mathieu Gbetro, qui va nous parler du parcours étonnant de son père, tout en nous permettant de nous poser des questions sur nous-mêmes, nos familles, nos ancêtres, nos enfants. Un épisode qui, encore une fois, vous est offert par les contributrices de ce podcast que je remercie intensément. Et si vous aussi vous voulez faire une donation ponctuelle ou régulière à ce média qui n'existe que par vos dons, vous avez un lien unique dans la description de cet épisode et je vous en remercie vous aussi énormément. Tout de suite, notre témoignage, bonne écoute et bonne visionnade. Mathieu Gbetro, je suis ravi de te recevoir sur Intensément Podcast. Ravi de te reparler puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger, mais pas dans le cadre de ton podcast en effet. Exact. Tu vas peut-être d'abord te présenter vite fait, sachant qu'il y a tout un podcast qui parle de toi et de ta rencontre avec le haut potentiel intellectuel, non pas sur Intensément Podcast, mais sur un autre podcast qui s'appelle Heureux et surdoué. Et l'épisode s'appelait... Le HPI par héritage ou quelque chose comme ça. Voilà, un truc comme ça peut-être. Et c'est comme ça que j'ai découvert ton histoire, bien que je t'avais plus ou moins rencontré sur le groupe Facebook HPI surdoué testé uniquement. Et j'ai trouvé ton histoire familiale fascinante. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu à envisager cet épisode. Alors donc, est-ce que tu pourrais te présenter toi et peut-être ensuite on parlera donc de ton histoire familiale. Avec plaisir. Donc Mathieu Gbetro, j'ai 51 ans. Je travaille dans la publicité digitale et plus précisément dans la technologie de publicité pour la télévision. J'ai 2 enfants. Je suis presque divorcé après bientôt 6 ans de procédure. Et effectivement, je me suis découvert HPI maintenant il y a presque 2 ans. Ça a été, comme pour beaucoup, quand on le découvre adulte et un peu tard, un petit peu un choc. Même si pour beaucoup de gens de mon entourage, de collègues, c'était une évidence. Puis voilà, et puis finalement, au bout d'un moment, on s'y fait. Il faut s'adapter un petit peu il faut s'adapter à cette nouvelle situation. Comme je dis souvent, il faut s'autoriser à avoir raison parfois. Et puis maintenant, je creuse. On en parlait récemment. Enfin, mon fils vient d'être diagnostiqué TDAH, et puis je crois que je vais creuser le sujet aussi pour mon cas parce que j'ai l'impression, en travaillant le sujet pour mon fils, je me suis dit qu'il y avait un petit quelque chose qui pouvait aussi me correspondre. Exactement, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui se retrouvent en ligne à la recherche d'abord de leur HPI. Oui, pour faire assez court, justement, on était dans la recherche, particulièrement pour mon fils, d'explications sur ses difficultés scolaires, etc. Et entre autres, une des options, c'était qu'il soit potentiellement HPI. Et comme j'essaie de bien formuler. C'était probablement plus simple de me tester, moi, sachant qu'il y a certaines théories qui disent en tout cas qu'il y a un aspect héréditaire dans le HPI. C'était plus simple potentiellement de me tester que de devoir amener l'idée à mon ex-femme de faire tester mon fils. Alors, je me permets d'intervenir au milieu de cet entretien pour préciser que Mathieu, comme beaucoup d'entre nous, c'est donc à travers les mythes du HPI comme étant un problème que les difficultés de son fils ont été interprétées par les personnes vers qui Mathieu s'est donc tourné. Alors, si cela a permis à beaucoup d'entre nous, dont Mathieu et dont moi-même, de nous découvrir HPI, je rappelle qu'avoir un haut quotient intellectuel n'est normalement pas source de problème et que, comme nous allons le voir, il s'agit souvent de quelque chose d'autre. Ben oui, et c'est pareil pour le TDAH au final. Hein. Vu l'aspect héréditaire, c'est parfois plutôt que de tester l'enfant, on pourrait tester le parent. Je dis souvent d'ailleurs qu'à l'inverse, il y a pas mal de parents qui se découvrent ceci ou cela une fois qu'on a fait le diagnostic pour leur enfant. Diagnostic concernant pas le HPI, je ne rentrerai pas dans la... C'est à partir de ce constat que Jeanne Thiofachin a commencé à s'intéresser aux adultes HPI. Effectivement, c'est le nombre de personnes qui, lorsqu'on leur dit que leur enfant est HPI et qu'elle, à l'époque, elle leur disait ce qu'elle considérait être un surdoué ou un HPI avec les caractéristiques, tout ça, les gens disaient « Ah ben ouais, ben moi aussi en fait ». Et je t'avoue que ça a été mon cas exactement pour le TDAH. C'est-à-dire c'est à travers mon fils. Je suis allé plus rapidement que mon fils. Pour l'instant, mon fils est toujours pas
officiellement diagnostiqué TDAH, mais moi par contre je le suis, parce que ça a été plus facile pour moi de faire toutes ces démarches tout seul. Et c'est vrai que quand on est adulte, si au niveau de l'enfance tout s'est un peu près passé correctement, ou en tout cas si le résultat au niveau études, etc., est plus ou moins satisfaisant, on oublie souvent ce par quoi on est passé et on se dit en vrai qu'on est quelque part potentiellement classique au niveau neuro, parce qu'en fait on met en place des compensations avec lesquelles on vit, et le jour où on vous ramène sur un plateau le fait qu'il y avait peut-être un souci, moi c'est ce que je me dis aujourd'hui par exemple par rapport au TDAH, je me dis bah oui, bien entendu je suis distrait, bien entendu il faut que je fasse 3 choses en même temps, etc., etc. Et bien entendu, du coup, je suis tout le temps fatigué. Bien entendu, maintenant, je me dis, il y a peut-être un cadre qui peut expliquer tout ça, et à côté duquel je suis passé jusqu'à présent, quoi. On va pas faire cet épisode sur le TDAH, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que toi, aussi de ton côté, au niveau familial, apparemment, tu as d'autres personnes de ta famille qui sont aussi HPI. De mon côté, c'est pareil. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on sait que le HPI a une très forte composante héréditaire, sachant que c'est 50%. Le TDAH, c'est encore plus. Le TDAH, c'est carrément 70%, 80%. Tu as vraiment beaucoup plus de chances, si tu as un enfant TDAH, d'être toi-même TDAH, ou en tout cas qu'il y ait un des 2 parents qui soit TDAH. Et donc, effectivement, dans le TDAH, ce que j'ai constaté, ce que j'ai compris, ce qui a été un peu la révélation pour moi à travers ce podcast, c'est le côté retentissement dans ta vie. C'est-à-dire, tu peux avoir un TDAH et, en particulier, si tu as un HPI, bien compenser tout ça. Il y en a qui compensent même ça, HPI, hein. Et bien compenser tout ça et vivre ta vie entre guillemets normalement, et avoir un parcours académique classique, réussi, universitaire tranquille, faire un boulot tranquille. Et tu as des problèmes, comme tu dis, peut-être d'inattention, peut-être de dysrégulation émotionnelle, ou de ci ou de ça, d'hyperactivité, mais ça ne t'empêche pas de vivre, entre guillemets. Ça n'en fait pas un handicap, bien que tu aies tous ces traits-là TDAH. Dans mon cas, ça a plutôt carrément façonné tout mon parcours chaotique de vie, et je considère moi plutôt ça comme un handicap. Et dans ce cas-là, on considérerait ça comme un trouble. Le trouble, ça serait à partir du retentissement qui se révélerait. Complètement d'accord. Moi, je pense avoir vraiment pas mal compensé. Alors moi, j'ai eu un parcours scolaire qui à la fois, on peut considérer comme brillant parce que j'ai 2 Bac+5, mais en même temps, j'ai redoublé 3 fois. Dont une fois, et là, le lien avec le TDAH va se faire très rapidement, dont une fois parce que j'ai oublié d'aller à mes examens. Pardon. donc, tu vois, quand tu parles du retentissement, c'est, voilà, t'es chez toi, tu es en train de réviser, puis d'un coup, on t'appelle, on te dit pourquoi t'es pas venu à l'examen ce matin. Et puis, c'était un examen de rattrapage du mois de septembre, et puis là, tu dis, bon, ben, ça y est, je redouble. Et ça, c'est aussi moi, tu vois. Donc, excellent. Donc, ça t'a impacté au final. Ça m'a impacté quand même, oui, un petit peu. Pardon de rigoler, mais non, mais aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le coup, effectivement, quand tu dois appeler tes parents pour leur expliquer que tu t'es trompé de jour, et que comme d'habitude, tu étais 200% sûr que ça n'était pas à ce moment-là, voilà, on est complètement dans le cadre de ton explication. Et alors là, là où ton parcours a résonné en moi, c'est qu'à un moment, donc je sais plus si c'est dans le podcast que tu en parles ou si c'est quand on en parlait ensemble, mais il me semble que tu en parles dans ton podcast. Donc tu parles du parcours de ton père qui est parti de je ne sais plus quel pays d'Afrique, de son village ou de sa ville, qui a fait un parcours assez extraordinaire et qui s'est découvert petit à petit qu'il était HPI. En fait, toi, tu as compris qu'il était HPI. Et ça a résonné chez moi parce qu'en fait, je me pose beaucoup de questions vis-à-vis de mes grands-parents, qui eux aussi ne sont pas originaires de France, qui sont d'un milieu plutôt pauvre. J'ai pas les explications, mais je me dis si c'est héréditaire, il y a beaucoup de chances, quand on a un enfant HPI, qu'un des 2 parents soit HPI. Mais bon, apparemment, il y aurait des enfants, ça je sais pas comment ça arrive, mais il y aurait des enfants qui seraient HPI d'un seul coup comme ça dans une famille, alors toute la famille n'est pas HPI. Mais à partir du moment où tu as un frère ou une sœur qui est aussi HPI, là tu te dis, bon ben là, il n'y a pas photo, il y a au moins un parent qui est HPI. Et donc, s'il y a un parent qui est HPI et que ça court dans la famille, il y a peut-être aussi les grands-parents qui seraient HPI. Bon, enfin bref, donc j'ai essayé d'exprimer ça et j'ai trouvé que le parcours que tu expliquais, même si tu n'allais pas dans le détail de ton père, était assez fascinant. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par le début, si c'est possible? Oui, alors mon père est originaire de la Centrafrique et du Congo.
Et il est effectivement né dans un village relativement reculé, tu vois, sans électricité, sans eau courante, etc. Un village comme on peut l'imaginer, tout ce qu'il a de plus pittoresque. Et il est, de mémoire, je crois qu'il est le deuxième enfant de la deuxième femme de mon grand-père. Donc, dans une fratrie assez nombreuse, etc. Dans ce village, comme souvent, il y a des visites familiales, etc. Et un jour arrive une personne de la famille, je ne sais plus exactement quel est le lien de parenté. Je crois que c'est un cousin de ma grand-mère et qui, lui, habitait à la capitale de la Centrafrique, à Bangui. Et mon grand-père, à ce moment-là, et je crois que c'est vraiment c'est de là que tout est parti et je l'ai jamais connu et je le regrette dans l'absolu, mais je le regrette aussi pour ça. Il a parlé du coup à cette personne de la famille et il lui a dit cet enfant-là, en parlant de mon père, on ne saura rien en faire ici. C'est comme ça qu'on m'a retranscrit. On ne saura rien en faire ici. Emmène-le avec toi à la ville. Et je crois que mon grand-père avait en fait compris que mon père avait quelque chose de spécial. Donc je ne sais pas te dire si dans la fratrie il y a d'autres HPI parce qu'il y en a beaucoup qui sont toujours au village, qui sont agriculteurs. C'est difficile de savoir. Enfin, on ne les voit pas d'ailleurs, on ne les connaît pas. Mais mon grand-père a dit celui-ci, faut pas qu'il reste ici, en fait. Ici, on n'en fera pas bon usage quelque part. Et donc, mon père a été confié à l'âge de 3 ans à un oncle lointain qui l'a emmené avec lui à la capitale et qui l'a scolarisé. Et tout est parti de là. Et effectivement, puisque mon père a eu, pour commencer, le bac préscolaire de 2 ans. Il a sauté de classe. Il a sauté de classe. D'accord. Parce que, excuse-moi juste de t'interrompre, c'est vrai que j'ai pas précisé quelque chose que je voulais dire en introduction par rapport à cette histoire d'hérédité du HPI et de fait d'avoir un HPI. Comme tu dis, peut-être que ses frères et sœurs avaient un OQI si on les avait testés ou je sais pas comment, mais en fait ils s'en sortaient très bien tel quel. Et effectivement, il y a aussi les gens qui ensuite expriment leur haut potentiel, expriment leur haut quotient intellectuel d'une autre manière, peut-être aussi là aussi héréditairement, peut-être aussi parce qu'ils ont un TDAH ou qu'ils ont une neurodivergence quelque part. Et c'est l'expression de ce HPI qui m'intéresse, comment ensuite on peut réaliser des choses différentes ou extraordinaires, on va dire. C'est très important ce que tu dis, parce que typiquement, je te le disais, par exemple, je loue cette maison au frère de ma compagne, qui est lui aussi HPI, qui n'a pas un parcours scolaire particulièrement brillant. Par contre, lui, moi, je remarque régulièrement que son niveau d'intelligence, en fait, s'exprime par l'astuce. En fait, cette maison, il l'a construite lui-même. Et quand il va se dire, ah bah tiens, j'ai un problème, il va penser à des solutions qui, moi, me seraient jamais venues en tête, en fait. Exactement. Donc, il y a effectivement, il y a diverses façons d'exprimer son intelligence. Mais bon, pour revenir au cas de mon père, donc il a sauté de classe, ce qui a eu d'ailleurs un impact sur la scolarité de mon frère, qui lui est très probablement HPI, mais qui n'a jamais été testé. Et mon père n'a jamais voulu qu'on frère saute de classe, parce que je pense que mon père a connu un décalage certainement de maturité qui a dû le déranger dans sa scolarité, et il n'a pas voulu que l'un de ses enfants ne vive la même situation. J'ai eu d'autres échos comme ça de gens qui ont sauté des classes et qui l'ont mal vécu. Enfin, qui l'ont mal vécu, qui ont bien vécu leur scolarité, mais par contre, le rapport avec les autres, les rapports sociaux, ouais. Je comprends. C'est ça. Et donc, mon père avait passé un bac philo à l'époque, littéraire. Ah oui, petite anecdote assez drôle que j'ai apprise en allant un jour en Centrafrique. À l'époque, on annonçait les résultats du bac à la radio, tellement il y avait peu de bacheliers dans un pays. Et mon père était assez connu dans la capitale parce que, justement, doublement préscolaire, c'était un peu... toujours en tête de classe, devant les enfants de colons, entre guillemets. Et par erreur, le jour de l'annonce des résultats du bac, il n'a pas été cité comme bachelier et ça a déclenché des émeutes, en fait. Parce que on a voulu, on l'a saqué volontairement parce qu'il était meilleur que les enfants de colons, etc., etc. Mon père m'en avait jamais parlé. On n'en a jamais parlé dans la famille. Et c'est en croisant quelqu'un qui l'avait connu dans la rue à Bangui un jour qu'on m'a raconté cette histoire que j'ai trouvée assez géniale. Ouais. Donc, il arrive à 3 ans donc, à Bangui et il va dans une école où sont mélangés à la fois, entre guillemets, les autochtones et les colons. Si je ne me trompe pas, le primaire, il le fait dans une école où il n'y a que des enfants africains. Et ensuite, il passait un concours pour aller au collège. Et là, effectivement, il se retrouve dans le collège avec des enfants de colons et des enfants africains qui ont réussi le concours. Et ça allait jusqu'à la
terminale, je crois, et pour la terminale, il me semble qu'il devait encore aller ailleurs, parce que là, c'était carrément des étudiants qui étaient de plusieurs pays qui étaient rassemblés au même endroit. C'est ce qui explique, en fait, que souvent, en Afrique, sur ces générations-là, les ministres, les présidents de la République se connaissaient à peu près tous. C'est parce qu'ils avaient souvent été au lycée ensemble. C'est-à-dire l'Afrique équatoriale française d'un côté et l'Afrique occidentale française de l'autre. Ils passaient tous le bac au même endroit. Mais sans, parce que je connais pas bien l'histoire. Hein. Ce que je sais, ce que j'ai appris récemment, que mon père est allé. Il y avait à l'époque, je suppose que ton père et mon père ont peut-être le même âge, j'en sais rien. Mon père a 80 ans et oui, le mien est en 44, donc c'est pareil, il va avoir 80 ans. Il allait dans un collège à l'époque qui est exprès pour les pauvres, parce qu'à l'époque, les pauvres ne pouvaient pas se payer le collège. Donc je sais pas comment ça s'est passé pour ton père, si c'est une question aussi de... Je ne sais pas, peut-être qu'il était boursier, c'est vrai, c'est une très bonne question, mais je ne sais pas comment ça se passait de ce point de vue-là, mais bon, de toute façon, il habitait la ville dans laquelle était le collège, donc au niveau logistique, c'était probablement pas si compliqué que ça, entre guillemets. Il n'était pas en internat ou... D'accord. Et donc, il passe le bac en préscolaire, il crée une émeute. Il crée une émeute. Oui. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il passe un bac littéraire, en fait. Oui. Mon père étant très, très doué en latin, entre autres. Ah, d'accord. Donc, il parlait, je suppose qu'il avait un dialecte local dans son village. Il y en a deux, en fait. Ouais. Deux dialectes. Deux dialectes. Il parlait français, anglais, et puis il était assez bon, enfin très bon en latin, et je crois aussi très bon en grec, d'ailleurs, ancien. Fascinant. Et donc, au moment de se poser la question des études supérieures, il avait conscience qu'il allait certainement pouvoir être accompagné via une bourse. Il a un ami qui lui dit « l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, offre des bourses pour étudier en France. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et mon père dit « Bah ouais ». Et donc, il passe d'une filière très littéraire à tiens, je vais aller faire médecine. Il t'a dit pourquoi il a dit oui ou pas? On en a parlé récemment. Déjà, il avait rencontré, il me semble, quelqu'un dans le lycée qui était infirmier. Je crois qu'il avait un peu sensibilité au métier de la santé. Et puis il avait vraiment cette logique de dire je vais faire des études pour pouvoir aider les gens, et particulièrement les gens à mon village. Donc, devenir médecin, c'était finalement une voie assez naturelle pour pouvoir revenir et aider les gens. Et donc, il postule, il est accepté et il va faire médecine. Alors, de mémoire, il a raté sa première année. Je pense qu'il y a eu un petit rattrapage scientifique qui devait être fait. Et après, tout s'est passé, je dirais pas facilement, mais en tout cas, très clairement, avec une belle réussite. Entre autres, d'ailleurs, il me disait toujours, le plus difficile, de toute façon, pour un étudiant en médecine, c'est l'anatomie. Et comme tous les autres sont nommés en latin, pour moi, c'était facile. Et donc, il termine médecine. Comme il est brillant, il est autorisé à faire chirurgie. Et voilà. Alors, je ne sais plus s'il a été major en médecine ou en chirurgie, mais pour l'un des deux, au moins, il a été major de la fac de Strasbourg. Entre-temps, il avait rencontré ma mère. Et puis, le sujet, justement, pour faire écho à ce que je disais il y a 2 minutes, était qu'il devait rentrer en Centrafrique. Donc, il quittait le système français. Il voulait rentrer en Centrafrique et voilà, et réaliser son objectif d'aller aider les populations centrafricaines. Et bon, ça s'est un peu mal passé. C'est-à-dire que c'était l'époque de Bokassa, pour ceux qui connaissent. Oui. Juste, c'était donc un dictateur centrafricain qui a régné très longtemps, d'ailleurs, je crois. Voilà, l'empereur. L'empereur, tu as raison. Il s'est fait couronner empereur. Il s'est fait couronner empereur, ouais. Voilà. Exact. Et voilà, et mon père, en arrivant, avait souhaité avoir une organisation particulière. Ça s'est pas passé exactement comme prévu. Et puis, on a conseillé à mon père de repartir, en fait. Donc, d'accord, carrément. Ma mère avait rendu quand même l'appartement. Elle avait déjà mis les affaires dans les cartons. Elle a reçu un coup de fil de mon père en disant « Ouvre les cartons, je reviens ». Donc, il avait toujours cette intention quand même d'aller aider les gens. Oui, mais bon, là, on lui a fait comprendre qu'il valait mieux qu'il reparte en France. Et du coup, voilà pourquoi on a finalement tous grandi en France et qu'il a fait toute sa carrière en France, en Lorraine. En fait, il dirigeait un des 11 centres français qui avaient la capacité de gérer les grands brûlés. Il faisait de la chirurgie générale, mais il avait aussi une spécialisation dans la gestion des grands brûlés. Et on sait en général que, si j'ai bien compris, les médecins et encore plus les médecins spécialisés ont un
quotient intellectuel. Je sais qu'on va rentrer dans les détails de chiffres, mais c'est un peu le principe de ce podcast. Mais un quotient intellectuel aux alentours de 120. Et apparemment, donc ton père aurait peut-être passé un test, tu me dis, c'est pour ça qu'on a parlé, parce qu'on parle pas plus ou moins dans le vide. Son meilleur ami, un de ses deux meilleurs amis, on va dire, était psychiatre. Il est décédé il y a 2 ou 3 ans. Et un jour, je ne sais plus exactement dans quel cadre, il lui a fait passer un test, mais mon père n'est pas capable de me dire de quel test il s'agissait. Et c'est quand je lui ai partagé le résultat de mon test de QI, je lui dis, mais t'en as jamais passé? Il me dit, j'ai passé un test un jour, et puis, oui, on m'a dit que j'étais très intelligent. Mais est-ce que c'était un test de QI? Si oui, quel en a été le résultat? Je ne sais pas et je pense qu'on ne saura jamais. Mais c'est un peu comme l'histoire de mon frère qui n'a jamais passé de test de QI, à contrario de 2 de mes neveux, par exemple, mais qui sont eux les enfants de ma sœur, qui ont passé des tests de QI, qui sont tous les deux HPI. Donc, on continue dans la famille. Tes 2 neveux, les enfants de ta sœur, sont HPI testés. Voilà, eux, ils sont HPI testés. Enfin, il y en a un qui est HPI, ayant dépassé 130, et l'autre est à 129, ou quelque chose. D'accord, oui, bon, ben, c'est pareil. Bon, je suis pas dans cette histoire de seuil infranchissable. Sachant que ma sœur, elle n'a pas été testée, mais elle nous a démontré 2-3 fois, qu'il y avait peut-être quelque chose. Mais il semblerait que le père de mes neveux soit HPI aussi. Mais, oui, parce que c'est normal en même temps. Entre guillemets, c'est ce que disait Stéphanie Aubertin, qui se ressemble, s'assemble. Enfin... Et tu me parlais de test à l'armée. C'était toi ou c'était ton père ou c'est mon frère. Je suis encore de la génération du service militaire. Moi aussi. Et en arrivant aux 3 jours, qui n'en était plus qu'un d'ailleurs, il nous faisait des tests de logique. Exactement. Et je ne sais plus pour quelle raison, quelqu'un passe à côté de moi, un militaire, et me dit, il regarde mon nom, il fait « Ah, mec Bétraud, vous êtes le frère d'Olivier Bétraud ?» Je dis ben oui, pourquoi vous le connaissez? Et il me dit il a le record des résultats du J'ai dit ça m'étonne qu'à moitié. C'est ce que je disais à Noël Marchisio, le boss du groupe Facebook HPI Testé Uniquement, et qui avait découvert aussi son HPI aussi avec le test de l'armée. Et lui aussi, pareil que moi, il savait pas qu'à l'époque c'était des tests qui étaient reliés aussi, qui concordaient avec des tests de QI. C'est là qu'on voit en fait, quand les gens disent oui, mais les tests de QI, tu les passes une fois, tu peux avoir un score, et puis une autre fois, en fait, tu as un autre score, et une autre fois, tu as un autre score. Moi, ce que je constate, c'est que quand j'étais petit, encore une fois, il s'agit pas de se vanter ni rien du tout, mais j'étais parmi les meilleurs de la classe tout le long de ma scolarité. Quand j'ai passé le test de l'armée, on était une centaine, après ils sont venus en appeler 6 ou 7 pour faire officier, j'en faisais partie, et puis vers 50 ans, j'ai été testé, et voilà, donc en fait, il y a une continuité dans les résultats, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Moi, j'ai toujours beaucoup douté de moi parce que scolairement c'était correct, mais voilà, et je voyais qu'il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas en fait. Et d'ailleurs à un moment mon frère m'aidait à travailler, et puis pour lui tout était évident. Lui ne travaillait pas parce que ma mère lui disait mais tu révises pas? Non, j'étais en cours. Pas la peine de réviser. Moi, dans certaines matières, je piochais. Mais par contre, ce que j'ai compris plus tard, on en revient aux différentes formes. C'est-à-dire que moi, j'ai des qualités que j'ai comprises par la suite, qui d'ailleurs qui ont naturellement dessiné mon parcours professionnel. Moi, je suis peut-être plus analytique. Donc moi, on m'amène des situations et puis j'essaye en tout cas d'y répondre avec des points de vue assez systémiques, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un autre HPI qui lui aura d'autres qualités. Mais moi, donc mes qualités, je pense qu'elles s'exprimaient pas très très bien dans le cadre scolaire. Elles s'exprimaient, par exemple, je pense, assez bien dans le cadre sportif parce que j'ai été sportif de relatif haut niveau, on va dire. Alors que j'ai des qualités physiques. Alors j'ai un physique, je suis grand, je suis carré, mais je cours pas vite, je cours pas longtemps, etc. Et je suis pourtant arrivé aux portes du professionnalisme en rugby, par exemple. Mais je pense que c'est parce que j'analysais bien, je m'économisais comme il fallait, j'anticipais, etc. Alors que beaucoup couraient beaucoup plus vite que moi et étaient beaucoup plus forts. Et c'est là où je pense que le test de QI, il est intéressant. J'ai un pote qui m'a dit, après le test de QI, il a analysé son test, il a compris ses forces, ses faiblesses, et il les a appliquées à son boulot.
Et donc, c'est intéressant de voir un peu chacun comment chacun utilise ses forces et ses faiblesses. Aucun d'entre nous n'a les mêmes scores, sauf ceux qui sont vraiment homogènes comme ça, mais apparemment, c'est très rare. Il y a moi. Ah oui. Donc, toi, tu es THPI et en plus très homogène, ben dis donc. Oui, il paraît que c'est rare. Tu en parles avec ton père de ses histoires de HPI ou de son parcours Oui, j'en parle un peu avec lui. C'est vrai que petit à petit, j'en découvre un peu plus, mais il est pas très vocal sur le sujet. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est il y a peut-être un an ou deux, il m'a partagé ses bulletins scolaires, etc. Et là, j'ai vu tableau d'honneur, mais c'est des choses dont il nous avait jamais parlé. Donc, tu vois, enfant, moi, je peux avoir, par exemple, cette mauvaise habitude, quand l'un de mes enfants me ramène une mauvaise note, de dire, moi, à ton âge, mon père a jamais fait ça. Il a une forme d'humilité sur ces sujets-là qui est vraiment admirable. Enfin, c'est admirable d'un côté, puis d'un autre côté, j'ai l'impression que le jour où il sera plus là, il y a effectivement toute une partie de choses dont on n'entendra jamais parler parce qu'ils nous en parlent pas. On en entend souvent parler par un oncle, un ami, j'ai presque envie de dire un voisin, mais mon père est très humble et du coup, c'est vrai que c'est pas évident d'obtenir de lui beaucoup de partage sur ces pratiques-là. Mais il m'a dernièrement aussi expliqué pas mal de choses sur la façon dont il avait vécu justement dans la famille quand il était à Bangui. Effectivement, il s'est senti un petit peu différent en fait, parce qu'on lui faisait remarquer que c'était un peu le bon élève, celui qui avait les bonnes notes, etc. Et que pour lui, c'était parfois un peu compliqué. Est-ce que c'était le seul Africain au milieu d'une bande de colons, on va dire? À l'école, non. Et ben justement, j'ai vu une photo de classe quand il m'a partagé les bulletins, etc. Je dirais pas que c'était moitié-moitié, mais c'était peut-être un tiers d'Africains et 2 tiers de colons, peut-être. Mais sachant que les enfants africains qui étaient là étaient en général brillants. Typiquement, l'ami qui lui a dit il y a des bourses de l'OMS, lui aussi, je crois qu'il est décédé de mémoire, mais lui aussi était, il est devenu médecin, etc. Comme il y avait un concours, etc., c'était entre guillemets les plus brillants scolairement, en tout cas, qui arrivaient à intégrer l'établissement. Ce qui est aussi drôle d'ailleurs, pour revenir sur ce sujet-là, c'est que il y a quelques années, alors ça c'est les bonheurs de Facebook, il a été contacté par la fille du proviseur qui lui disait « je suis content de te retrouver, etc. » Et elle a fait de remarques du type « même si tu étais l'enfant auquel on me comparait toujours en disant « pourquoi t'as pas de si bonne note que Bétro ?» Est-ce qu'il t'a fait part de racisme, soit de jalousie, parce que comme tu dis, il avait des résultats meilleurs que les colons? Il m'a jamais... Bah tiens, il est en train de m'appeler, tu vois, il aura longue vie. Non, il m'a jamais parlé de ça. Donc, je n'ai jamais eu vent de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, hein, mais en tout cas, il me parle plutôt justement de l'un ou l'autre avec qui il a gardé un peu contact, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Est-ce qu'il m'a dit quelque chose dans ce sens? Mais j'avais peut-être justement plus le sentiment qu'il était un peu celui dont... C'était un peu le petit dont tout le monde... je dirais pas s'occuper, mais en tout cas, il y avait peut-être plus un côté... faut être gentil parce qu'il est plus petit que nous. Énorme merci à Mathieu Gbetro et puis à son père que je salue. Et puis je sais que certains d'entre vous se poseront des questions que je me suis posées rétrospectivement aussi. Oui, quitter son village à 3 ans, quitter sa famille et son village n'a pas dû être facile, mais j'ai interrogé Mathieu sur ce sujet par la suite et il m'a assuré que son père lui racontait toujours cette histoire de manière positive. Et compte tenu que sa vie a été ensuite globalement incroyable, on peut le croire. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, je vous propose s'il vous plaît, si vous en avez la possibilité, de faire les gestes qui aident dont je vous ai parlé au début de ce podcast. Je vous en remercie et mon travail vous en remercie intensément. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud, chaud, chaud.